Bonjour Corentin. Salut. Ravie de te recevoir pour ce 4e épisode. Vraiment très contente. Bah merci. Tu vas voir, je suis très curieuse. Je pose pas mal de questions pendant à peu près 1 heure. C'est mieux. Donc voilà, ce que je vais me permettre, c'est de rebondir à chaque fois que tu me parles. Et on va démarrer par le démarrage. Dis-nous qui tu es. Ouais. Donc je m'appelle Corentin Orsini. Donc j'ai fondé Super Capital en 2017 avec après quelques expériences entrepreneuriales à la fois en banque d'affaires et puis en création de sociétés diverses et variées. Ok. Je me suis toujours intéressé à l'investissement dans des boîtes. Alors l'investissement dans des boîtes cotées, donc en bourse, puis l'investissement dans du non coté, donc dans des startups, private equity. Et puis je me suis rendu compte que c'était assez difficile d'investir dans des startups. En fait, c'est assez inaccessible. Il faut mettre des gros tickets. On ne sait pas où trouver les startups. On ne sait pas comment aborder le truc, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu simplifier un peu l'expérience en 2017 en rapprochant les investisseurs des startups. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce monde. Il y a le Covid qui a fait exploser les valorisations des sociétés tech et digitales, qui a fait exploser aussi l'intérêt pour ces sociétés-là et pour l'investissement. Il y a toutes les vidéos sur le web qui ont explosé, comme on en est un exemple ici. Exactement. Qui ont vachement démocratisé tous ces sujets d'investissement, ces sujets de start-up et tout ça. Et donc le marché a pas mal progressé. Il a même explosé en 2020, 2021, 2022. Et après, il a beaucoup corrigé en 2023, 2024. Il s'est beaucoup contracté. Et en même temps, il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché. Et nous, on a été positionnés relativement tôt, assez bien, parce qu'avant le pic. Et donc, on a pu se développer. Et voilà, et aujourd'hui on est 3 associés et une petite équipe d'une 12aine de personnes et on aide les startups à lever des fonds, que ce soit en capital ou en dette. Ouais. Donc on a une partie service avec des équipes qui produisent, qui accompagnent, et une activité d'investissement où on a des petits véhicules qu'on lève à peu près tous les 18-24 mois et avec lesquels on investit dans une 50aine de startups chaque année. Voilà. Ok, donc le Super Capital de 2025, il ressemble à celui de 2017 ou tu as pivoté un peu ? Ouais, non, il ressemble pas du tout. Ouais, pas du tout. Il ressemble pas du tout, d'abord parce que j'étais seul en 2017 et en 2025 on est beaucoup plus. Ouais. Une aventure collective maintenant. Et il ressemble pas du tout parce que c'était simplement une activité, c'était en fait, j'étais parti un peu comme toujours en fait dans les créations de boîtes. J'étais parti un peu de ce que je connaissais, de mes cercles perso, pro, et je partageais des opportunités de start-up autour de moi et j'essayais de faire en sorte que les gens s'intéressent à ces sujets-là. Et donc ça a démarré doucement, mais l'intérêt était croissant en 2018, 2019, etc. Et encore une fois, tout a explosé à la hausse en 2020, 2021 avec le Covid. Et donc c'est très différent aujourd'hui. Le marché a beaucoup changé. Les équipes, évidemment, ont beaucoup évolué. La maturité des entrepreneurs a changé. C'est ce que j'allais dire aussi, la maturité, ouais. Voilà, et puis maintenant, on croise de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'investissement en start-up, alors qu'en 2017, franchement, on en croisait très peu. Et toi, l'entrepreneuriat, ça arrivait comment dans ta vie, en fait ? Vraiment complètement par hasard, parce que j'ai pas de parents entrepreneurs. Ouais. C'est arrivé par hasard à l'âge de 15-16 ans, quand j'ai créé un projet... C'était dans les années 90, donc c'était mon premier site internet, c'était des critiques de jeux vidéo. Et voilà, et j'avais pas l'impression de créer une boîte ou d'avoir un projet un peu entrepreneurial. D'ailleurs, je l'appelle comme ça des années après, mais à l'époque, j'appelais pas ça comme ça, tu vois. Et c'était juste un projet, quoi. Mais en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que à l'époque, en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait faire quelque chose de ces 10 doigts sans forcément avoir de moyens. Puisque j'ai investi 0 là-dedans, sans forcément avoir de réseau, puisque j'avais 15-16 ans, j'avais pas de réseau. Bien sûr. Enfin, voilà. Donc, tout ça m'a permis de me rendre compte, tiens, c'est marrant, on peut faire des choses, tu vois, et construire des choses sans forcément avoir de moyens. Et donc, j'ai réitéré l'expérience quelques années après, quand j'étais étudiant,
avec des sites de contenu sur la gastronomie qui sont devenus... en fait, c'était l'époque où La Fourchette a commencé à exister. Bien sûr. Et donc, j'avais un modèle d'affilié de La Fourchette où on prenait des commissions sur les réservations. Et donc, ça marchait fort parce que c'était le début de tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est le deuxième vraiment expérience entrepreneuriale très jeune qui m'a fait comprendre qu'on pouvait créer de la valeur et des aventures à partir de rien. Voilà. Avec, j'imagine, cet esprit quand même très créateur que tu as, puisque dès 15 ans, tu as déjà l'idée de faire des choses que d'autres n'ont pas, en tout cas, pas aussi jeunes. Je pense que l'idée, les gens l'ont toutes. En fait, tout le monde a des idées vraiment tout le temps. Enfin, plein de monde, je pense. Et d'ailleurs, plein de monde souvent me parle de leurs idées. Mais c'est souvent, souvent les gens ont peur de passer à l'action. Complètement. De transformer simplement l'idée en choses véritables qui existent. Parce qu'en fait, je pense que donc, l'idée qu'ils ont, c'est une montagne énorme. Et en fait, ils se disent, attends, moi, si je commence aujourd'hui, ma montagne, elle va ressembler juste à un caillou. Et ça les décourage. Ils se disent, bah ouais, mais en fait, moi, je veux une montagne, je veux pas un caillou. Oui, mais en fait, pour faire une montagne, il faut des millions de cailloux. Et en fait, ces millions de cailloux, tu vas les poser petit à petit. Donc, en fait, c'est pas grave. La première journée où tu entreprends, bah, en fait, effectivement, tu vas pas produire une montagne, mais tu vas produire un tout début de quelque chose qui, un jour, peut-être sera une montagne. Mais c'est déjà ça, je trouve, qui fait un esprit entrepreneurial ou pas. Parce que ça nous est tous arrivé, en tout cas, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de voir, tu vois, une idée qui émerge et qui dit, mais ça, j'aurais pu le faire. Ouais. Tu vois, enfin, clairement. Ça, et des fois, on se dit, j'aurais pu le faire et je l'aurais même peut-être fait mieux. Ouais, tu vois, c'est vrai. Mais en attendant, on a beau dire on ça, l'a pas fait. Voilà. Donc c'est ça. Et d'autres ont eu le côté très malin d'y arriver. Exactement. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait la différence d'un entrepreneur. Ouais, complètement. C'est en grande partie ça. En tout cas, pour le passage de 0 à 1, où moi j'estime que je suis assez bon, c'est de faire émerger l'idée de griffonner un bout de papier, de tester rapidement et d'embarquer du monde autour de moi. Après, c'est autre chose de faire de la croissance, de structurer, etc. Évidemment. Et c'est là où tu disais que vous êtes plus grand aujourd'hui, tu as une partie de service. C'est dans cette partie-là où là, tu as besoin d'accompagnement. Ouais, parce que alors tout le monde n'a pas forcément besoin, parce qu'il y a des gens qui sont seuls fondateurs et qui arrivent très bien à faire toutes les étapes de 0 à 100. Voilà. Moi, pas forcément. Je suis assez bon, encore une fois, pour passer de 0 à 1. Mais après, pour la suite, j'ai besoin de m'entourer de gens. Que ce soit des freelances, des associés, des salariés, peu importe, mais des gens, tu vois, qui participent au projet à un moment donné. Donc, et il faut, ça c'est pareil, je pense qu'il faut savoir vraiment personnellement, chacun individuellement, où on est bon, où on peut apporter de la valeur, où on se sent c'est pas évident, légitime. Non, il faut bien se connaître, il y a pas mal de tests comme ça à passer sur Internet pour bien se connaître. Et une fois que tu te connais bien, que tu connais bien tes zones de force, tes zones de faiblesse, bah, concentre-toi sur tes zones de force et même là où tu es vraiment excellent. Et en fait, tu verras que tu iras plus vite que les autres et du coup, bah, ce sera plus simple. Et là, c'est une autre difficulté que je trouve, en tout cas, chez certains entrepreneurs, c'est arriver à se dire, OK, là, je sais que je suis moins bon là-dessus, mais je vais déléguer ou en tout cas avoir recours à quelqu'un et donc partager un peu mon bébé, entre guillemets. Et c'est là où c'est pas facile et il faut avoir, je vais pas dire l'intelligence, mais en tout cas la capacité de pouvoir s'entourer et de dire, OK, on va le partager à plusieurs ce projet-là. Tout à fait. Il faut avoir cet esprit un petit peu, entre guillemets, collectif, parce que sinon tu vas pas aller très loin si tu restes toujours dans ton côté. Et effectivement, tu as raison, c'est d'arriver à déléguer et surtout déléguer efficacement, parce que tu vois, déléguer juste en donnant le travail dans un paquet fermé et débrouille-toi, souvent ça marche pas. Exactement. Donc il faut en fait accompagner la personne en lui expliquant comment on fait. Peut-être que la personne elle a des meilleures idées pour être plus efficace que toi et il faut arriver à les écouter, à les comprendre, à les accepter. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se travailler chez pas mal de gens. Moi, ça va, c'est pas trop dur. Enfin, il y a des zones sur lesquelles je suis moins bon là-dessus, mais globalement, j'ai pas de problème avec l'idée de déléguer, tu vois. Il y a des gens qui ont des problèmes, un problème vraiment avec l'idée de déléguer. C'est pour ça que je disais ça, c'est que c'est vrai que chez certains entrepreneurs, même s'ils sont
conscients que peut-être ils vont être moins bons, c'est pas grave, je vais quand même gérer parce que c'est mon truc et j'ose pas, je peux pas, j'ai pas confiance. C'est aussi ça aussi, c'est la confiance. Tout à fait. Et donc ça se travaille et voilà. Mais ça veut pas forcément dire que, encore une fois, il faut tout laisser comme ça, tout seul se débrouiller les gens. Tu peux aussi les encadrer, tu peux faire des points réguliers et tu dois même d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, toi, tu es arrivé sur cette première expérience, cette deuxième, donc toujours dans l'entrepreneuriat ou il y a eu un petit passage dans le salarié quand même? Ouais, j'ai été salarié pendant à peu près 4 ans et demi. Ok. J'ai été salarié pendant 2 ans et demi comme journaliste scientifique et technologique donc chez Sciences et Vie Micro. Et ensuite 2 ans en banque d'affaires. Toujours avec la même thématique derrière qui est l'innovation, la technologie. J'écrivais à propos d'innovation et technologie et ensuite je travaillais sur des deals dans l'innovation et la technologie. Donc dans la banque d'affaires, tu étais sur ce genre d'affaires. Exactement. Ok, très bien. Et ça t'a donné justement cette idée de dire là, il manque quand même des choses dans le parcours. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça et surtout que c'était une époque où quand j'étais donc journaliste et en banque d'affaires, c'était dans les années 2000, donc c'est assez vieux maintenant. Et c'est à l'époque, il n'y avait pas encore tout cet écosystème de start-up, etc. Ouais. Et si tu veux, il a émergé à partir de 2013-2014, cet écosystème. Et je l'ai vu aussi apparaître, puisque à ce moment-là, je co-dirigeais un média pareil sur l'innovation. Et on faisait du conseil aussi en innovation. Et donc, évidemment, je fréquentais tous ces lieux, ces nouveaux lieux, ces nouveaux incubateurs, etc. Et je me rendais bien compte que c'était pas si simple et si fluide, tu vois. Ça l'est devenu beaucoup plus depuis. Ouais. Tu trouves que c'est des bons relais, les incubateurs, aujourd'hui? Il y a des choses... Ouais, bah, carrément. Ouais, disons qu'aujourd'hui, si tu veux, je me mets dans la peau d'un jeune de 20 ans ou de 18 ans ou de 25 ans, peu importe, qui souhaite entreprendre. Bah, en fait, il va trouver facilement de nombreuses structures pour l'accompagner, que ce soit des associations, des entreprises, des incubateurs, des accélérateurs. Moi, à mon époque, pourtant je ne suis pas si vieux, hein, mais tu vois, j'avais 20 ans en 2004. En 2004, honnêtement, en France, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas d'accélérateur, il y avait très peu. En fait, il y avait Réseau Entreprendre qui a toujours été excellent et toujours été là, sauf que c'était très peu connu, honnêtement. Et il y avait 2-3 initiatives par-ci par-là, mais ça n'avait rien à voir. Donc ça paraissait quand même pas très accessible, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est méga accessible, quoi. Il y en a tellement. Oui, il faudrait vraiment pas regarder ce qui se passe pour se dire que rien n'existe. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Clairement. Alors après, bien sûr, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a des adaptés à ta situation, il y en a qui ne sont pas adaptés à ta situation. Voilà, maintenant, à chacun de faire son comparatif, son marché, de voir un peu ce dont il a besoin, quelles sont les ressources que la structure lui met justement à disposition ou pas. Est-ce que le deal est intéressant pour lui? Voilà. Et puis bon, quand c'est ta première boîte, généralement... c'est quand même pas mal d'être accompagné parce que tu connais pas grand-chose à l'entrepreneuriat généralement. Hein, complètement. Et puis pour le coup, tu as quand même un certain nombre en général, en tout cas d'actions et d'étapes à suivre pour pouvoir être à jour effectivement et vérifier que, en tout cas, les bases sont bien là, quoi. Exactement. Et pour faire la fin sur Super Capital, comment tu choisis les personnes qui rentrent chez vous? Tu veux dire comment on recrute nos équipes? Ouais. Écoute, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des stagiaires de fin d'études. D'accord. Et ceux avec qui il y a le meilleur fit à la fin des 6 mois, ceux qui nous ont semblé les meilleurs, les plus motivés, etc., quand on le peut, on leur propose de continuer l'aventure avec nous sur un contrat classique soit de salarié ou de freelance. Ok, c'est quel type de profil qui va t'intéresser? Alors, on a pas mal d'écoles de commerce, on a pas mal de gens qui ont fait l'université dans des matières comme économie, parfois un peu droit aussi, finance bien sûr évidemment. On a quelques ingénieurs de temps en temps, mais on n'en a pas tant que ça. On pourrait en avoir plus d'ailleurs. Ce serait bien. Ça apporterait un autre regard sur les projets, peut-être. Ouais. Et puis plus de, tu vois,
sont capables de mieux décortiquer que nous certains projets technologiques. Bien sûr. Voilà, c'est plutôt ça les profils Un peu de data jusqu'à présent. Un peu de data, mais pas encore une fois, pas des spécialistes, mais des gens qui ont touché. Ouais. On aime bien quand même les gens aussi qui ont touché à pas mal de choses, parce que c'est quand même un métier assez complet, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances en droit. C'est pas compliqué ce qu'on fait, mais il faut avoir des connaissances en droit, il faut avoir des connaissances en finance, en économie, en modèle économique, en business, il faut avoir un sens business. Tu vois, donc en fait, il faut avoir toute une panoplie de choses qui sont pas compliquées, mais voilà, une curiosité qui permet d'avoir abordé tout ça et d'avoir compris tout ça. Ouais. Et ce qui m'intéresse, tiens, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as aussi quelques seniors. Parce que finalement, c'est un écosystème assez jeune. Ouais. Et parfois, je trouve que les seniors peuvent apporter un regard absolument génial sur un retour d'expérience, sur une compréhension d'un marché, d'un secteur qu'eux, ils connaissent particulièrement. Ouais. Est-ce que tu as quelques seniors comme ça ? Pas dans l'équipe à proprement parler de Super Capital, puisque le plus vieux, il a 46 ans, donc on ne peut pas trop parler d'un senior. Mais... En tout cas, c'est pas gentil pour lui. voilà. Mais par contre, alors on a un peu tous les âges dans nos investisseurs. Ouais. Je pense que le plus jeune doit avoir 20-22 ans, le plus vieux doit avoir 75, et on en a pas mal qui ont 40, 50, parfois 60. Donc oui, bien sûr, on a des expertises et de la seniorité dans ces investisseurs qui, pour certains, aiment beaucoup accompagner les boîtes dans lesquelles on investit, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière, soit sous la forme d'un contrat d'accompagnement carrément au long cours, soit pro bono. Enfin voilà, on a un peu tous les modèles. Et donc, tu as des investisseurs d'une vingtaine d'années. Ouais, pas énormément, mais ouais, on en a, bien sûr. On en a, je pense qu'à peu près 10% de nos investisseurs ont moins de 30 ans. Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'est des gens Ça fait quand même quelques dizaines ou centaines de personnes, ouais. Ah ouais. Ok. Donc, c'est des gens qui ont quand même déjà eux-mêmes bien réussi assez jeunes, quoi. Alors, soit c'est des gens qui ont bien réussi, c'est-à-dire qui ont créé une boîte jeune et vendu une boîte jeune rapidement. Oui, c'était dans ce sens-là, tout à fait, ouais. Soit c'est des gens qui gagnent bien leur vie en tant que freelance, tu vois, des développeurs, tu parlais de la data, tu vois, etc. Des gens comme ça et qui peuvent investir à côté. Ou alors c'est aussi des gens qui, par leurs parents, ont été sensibilisés à l'investissement et qui mettent des tickets alors relativement modestes, mais qui commencent à s'intéresser, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est là aussi où je trouve que le mindset, il a vachement changé depuis quelques années. Ouais. Je pense qu'en 2017, tu aurais fait le même tour de table, tu n'aurais peut-être pas eu beaucoup d'investisseurs de cet âge. Ouais, je suis d'accord. J'aurais eu certainement des gens peut-être un peu plus vieux et surtout, j'aurais peut-être pas eu ces moins de 30 ans, effectivement. Ouais. Donc, il y a vraiment une évolution aussi à ce niveau-là. C'est vrai. Et pour revenir un peu plus sur toi, Corentin, en fait, ce parcours que tu nous as décrit qui est déjà top, comment tu arrives à gérer ce côté entrepreneur et ta vie perso? Est-ce que, parce que j'aime bien dans ce podcast interviewer aussi sur la partie plus équilibre, vie perso, vie pro, comment tu arrives à gérer, toi? Ouais, c'est une question délicate et assez difficile parce que c'est vrai qu'on a tous en tête, et moi le premier, des exemples de gens autour de nous qui qui ont été trop happés par leur vie pro. Exactement. Et en fait, quand tu es entrepreneur, c'est très facile d'être happé par ta vie pro parce que y a toujours des challenges tous les jours et ta journée, elle est jamais finie parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Et tu as aussi toujours plein de nouvelles tâches à apprendre, toujours des nouvelles personnes à recruter, toujours une montagne à gravir. Et donc, tout ça, ça peut te prendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, si tu t'en rends pas compte, forcément, tu peux pas vivre de vie perso à côté. Ça va impacter ta vie perso. Si tu es en couple, ça va pas être bon. Si tu as des enfants, pareil. Voilà. Et si tu es seul, tu vas le rester, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est très dur, cette question-là. Moi, j'ai pu, comme plein d'entrepreneurs, à un moment avoir des travers un peu comme ça. Il y a plein de choses qui existent. Moi, depuis quelques mois, tu vois, par exemple, un exemple tout bête qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai coupé mes notifications WhatsApp. Mais je pense que ça, c'est un super conseil, tu vois. Ouais, c'est tout bête, mais franchement, ça change la vie. Ouais. Ça change la vie parce qu'en fait, c'est toi qui redeviens maître du truc, c'est-à-dire tu vas checker à telles heures, etc., tu vois. Alors que, en fait, quand tu es entrepreneur encore plus, ça vibre tout le temps, le soir, le week-end, tout le temps.
Et en fait, quand ça arrive, tu te dis, attends, ça te stresse un peu, tu vois, il y a peut-être un problème, ou un nouveau client, un nouveau challenge, un client qui n'est pas content. Et en fait, tu vois, ça n'arrête jamais. Donc en fait, déjà, cet exemple, il est symptomatique de, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, savoir prendre aussi le contrôle sur les temps. Et voilà, mais c'est pas simple. Je vois plein d'entrepreneurs. Et surtout, il faut être réaliste. En fait, si tu veux, il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qu'on nous met dans les médias, qui sont à la tête de grosses startups qui cartonnent, clairement, il ne faut pas se leurrer, ils n'ont pas de vie. Ah, mais ils c'est ça. Pas de vie. Exactement. Vraiment. Non, mais tout à fait. Parce que c'est très dur, parce que pendant plusieurs années au début, pendant minimum 3, 4, 5 ans, voire plus, en fait, ils sont obligés d'être tous les jours dessus parce que c'est très dur et parce que ça ne va pas se faire tout seul. Après, quand le business arrive à être stabilisé en vitesse de croisière, ça va mieux. Mais voilà. Donc, après, il y a un deuxième type d'entrepreneur aussi, qui va moins vite, qui ne lève pas forcément de fonds, qui fait des activités plus linéaires. Et cela, généralement, c'est plus facile quand même de trouver du temps et de couper. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une question délicate parce que c'est arrivé à tous les entrepreneurs, je pense. À la fois dans les hauts, dans les périodes un peu d'excitation, en fait, de ne penser qu'à ça. Exactement. Ouais. Et dans les bas, aussi pareil, tu vois, d'être un peu. La nuit, ça cogite. Le matin, il n'y a pas de coupure en fait. Exactement. Il n'y a pas de coupure. C'est ça qui est difficile. C'est ça le plus difficile, je pense. Donc toi, tu as commencé à te mettre quelques routines pour te dire, là, je vais mettre un petit pas en arrière, ou en tout cas faire des petites choses, comme tu disais, là, les notifs WhatsApp, c'est peut-être banal et peut-être que ça va paraître bizarre, mais en fait c'est énorme. Parce que comme tu dis, c'est déjà récupérer ce contrôle de dire c'est moi qui vais checker et pas... Exactement. Et je suis plus l'esclave de la vibration, tu vois. Et non, et puis je sais pas, il y a quoi, tu peux aussi traiter tes mails par batch, c'est-à-dire te dire ok, je vais checker mes mails seulement à 8h, 11h, 14h et 18h, et entre-temps, je me mets des plages où je vais produire, où je vais uniquement faire des rendez-vous efficaces, etc. Ou à chaque fois, après chaque rendez-vous, je me laisse une plage d'1 quart d'heure pour faire le débrief, faire les actions à mener, les call to action après, etc. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il faut être très organisé, je pense, pour pas se laisser sinon déborder, quoi. Après, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que les outils ont aussi pas mal évolué et nous permettent de pouvoir le faire. Ouais. Typiquement, tu as des outils qui sont quand même assez... qui sont top. Moi, je pense entre autres, tu vois, à Calendly. Calendly, c'est super. Ouais. C'est super. Tu mets tes créneaux, mais tu mets qu'à chaque fois que quelqu'un a pris un créneau, effectivement, tu peux laisser un quart d'heure, une demi-heure de battement, comme tu dis. Et ça permet de contrôler tout en restant disponible pour les gens, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est à double tranchant parce que je suis d'accord avec toi. Les outils peuvent nous aider. Il faut bien les régler. Le truc, c'est qu'il y en a tellement maintenant des outils qu'on peut aussi devenir un esclave de tout ça, quoi. Donc c'est difficile, encore une fois c'est de l'organisation et il faut pas aussi... Et de la rigueur, quoi. De la rigueur, clairement. Il faut pas hésiter aussi à... En fait, je pense qu'il faut mettre un cadre assez fort en te disant les après-midi du jeudi je fais ça, les vendredis matins je fais ça. Et alors, tu peux y déroger de manière exceptionnelle. Faut pas non plus dire il y a rien à part ça. Mais juste, voilà, faut que ça reste des exceptions. Et toi qui suis beaucoup d'entrepreneurs, est-ce que tu arrives à détecter certains qui peuvent peut-être exploser en vol et là, est-ce que tu arrives à avoir un conseil, un regard, quelque chose qui peut les accompagner? Est-ce que... Ouais, c'est hyper dur. Alors déjà, c'est dur, déjà, il y a ceux où tu le décèles pas. Ça, c'est le plus dur. Il y a ceux qui te le disent. Donc là, c'est facile à savoir et il va falloir essayer de les aider. Et il y a ceux entre les deux où tu perçois le truc et eux, ils l'ont pas encore perçu. Ils l'ont pas vu. Ouais. Mais c'est souvent quand même visible parce que tu vois que l'entrepreneur, il ou elle est au four et au moulin. En même temps, il n'atteint pas forcément ses objectifs, donc ça le frustre, donc il redouble de travail et finalement, c'est pas productif. En fait, c'est ça, c'est que souvent, ceux qui se mettent pas de routine ou en tout cas pas ce genre d'action, finalement, en bossant 24-24 ou en tout cas en cogitant 24-24, c'est ceux qui n'atteignent pas les objectifs. Ouais, bien sûr, souvent c'est ça. Ouais. En tout cas, sur le long terme, c'est pas tenable parce que tu vois,
je connais comme ça des entrepreneurs où, tu vois, leur conjoint, il habite loin, ils sont pris pendant des semaines, des mois dans le bourbier du tu sais, comment on dit, du travail du day-to-day, quoi, des opérations de tous les jours. Du quotidien, ouais. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, forcément, ça explose parce que plus personne n'y trouve son compte. Donc ça, c'est hyper... clairement, enfin, tu vois, faut pas se voiler la face. L'entrepreneuriat, c'est dur. Ouais. C'est dur. Donc, et forcément... c'est dur aussi parce que tu as une solitude. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu, qu'on entend très peu. En tout cas, moi, en tout cas, sur ce que j'écoute sur l'entrepreneuriat, on ne le dit pas assez, je trouve. Tu vas être seul. Même si tu as une équipe, tu vas quand même avoir des grands moments de solitude. Ouais. Est-ce que des structures comme Super Capital peuvent justement accompagner sur cette solitude? Est-ce que toi, tu l'as vécu aussi à ton alors, ta propre échelle? Nous, Super Capital, c'est pas trop notre vocation et on n'est pas organisé pour. Il y a des incubateurs, des fonds, etc. qui le font, et tant mieux. Moi, je l'ai vécu, oui, bien sûr, sur plusieurs de mes business par le passé. Sur Super Capital, ça a pu m'arriver aussi, même si j'ai aujourd'hui des associés et ça, c'est super pour se remotiver quand tu as une baisse de motivation. Mais avant, quand j'étais seul sur le business, effectivement, j'avais pas de recul, j'avais pas de miroir, j'avais pas de... Et puis, comme tu l'as dit, sur les équipes, alors certes, on a des équipes, on est moins seul, mais les équipes, on peut pas et on doit pas leur partager, tu vois, certaines peurs et tout, parce que sinon, tu vas transmettre un peu cette énergie, un peu de peur et d'anxiété aux équipes. Et du coup, les équipes, elles vont se dire, attends, c'est pas mon rôle. Et puis surtout, elles vont se dire, attends, si il me dit ça, c'est que la boîte va mal, peut-être que je devrais trouver un autre job, tu vois. Et ça, c'est hyper chaud, quoi. Alors que c'est juste humain, c'est juste que tu as envie de partager les réflexions du jour. Et parfois, il y a des jours, comme tout le monde, c'est humain, je vais bien, je vais pas bien. Sauf que toi, quand tu es à la tête de ta boîte, tu n'as pas le droit de le dire. Exactement. Donc, ça, en tout cas, à tes équipes, il ne faut pas. Exactement. Tu peux le dire peut-être à ton conjoint, tu peux le dire à tes associés. Non, mais tout à fait. Mais si tu n'as pas d'associés et si tu n'as pas de conjoint, c'est compliqué. Et puis, bon, après, ton conjoint, il peut en avoir peut-être ras-le-bol, il va être le seul à entendre que tu passes par des moments un peu de doute, quoi. Mais c'est pas évident. Est-ce que tu as trouvé des manières de dépasser ces moments-là? Est-ce que, je sais pas en fait si c'est possible d'ailleurs, ou c'est quoi la motivation quand tu passes par un moment comme ça? La motivation, c'est d'aller chercher des angles de vision un peu différents du tien sur le business parce qu'en fait, toi, tu vois tout en noir. Et il y a certainement un angle de vue où c'est pas noir, mais c'est rose ou bleu ou une autre couleur. Et ces angles de vision, tu peux pas les avoir tout seul, donc il faut que tu parles à d'autres gens. Donc si t'as pas d'associés, tu peux aller parler à des structures d'accompagnement. Tu vois, on parlait du réseau Entreprendre, il y en a plein d'autres, des associations, des mentors, ton board, ton conseil. Je l'ai vu récemment, tu vois, sur une boîte où le dirigeant a des difficultés, pas mal de difficultés. Le board, pour le coup, a été utile. Été utile parce qu'il avait décelé ses difficultés, ils ont pu amener des solutions, ils ont pu amener des conseils, et ça, c'est bien qu'ils soient là dans les moments difficiles, tu vois, c'est quand même ce qu'on leur demande aussi. Ouais, c'est hyper important. C'est pas toujours fait, mais là, pour le coup, ça a été fait. Et toi, des difficultés, tu en as connues dans ce parcours-là? Ouais, bien sûr. Je pense que, honnêtement, 100% des entrepreneurs en ont connu, je pense. Oui, j'imagine. Quasiment. Tu vois, en fait, c'est souvent, tu vois, tu es dans une période, un peu peut-être de baisse d'activité, ça te baisse un peu la motivation. Et là, tu perds un client et la même semaine, tu perds un deuxième client. Et puis, tu as une mauvaise nouvelle perso qui arrive la même semaine. Et tu te dis, attends, merde, mais il n'y a plus rien qui va, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'équilibre de ta boîte, de ta vie perso, de tout, de tes revenus, tout ça te paraissait OK, assez stable. Et en fait, tu te rends compte que c'est très fragile. Et du jour au lendemain, tout ça peut partir. Moi, ça m'est arrivé, oui, tu vois, il y a une dizaine d'années, de perdre 60% de mon chiffre d'affaires / revenu annuel en un courrier.
Tu vois, en un courrier, un client qui représente 60% de mon CA. Et donc là, tu dis, waouh, on est le 14 juillet, en l'occurrence, on était le 14 juillet. Tu dis, en fait, j'ai quelques semaines là pour retrouver 60% de CA. Et c'est compliqué. Et là, c'est quoi la solution? C'est de se dire, j'aurai plus jamais 60% de mon CA pour un seul client. Ouais, alors ça, clairement, c'est ce que je me suis dit en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je conseille aussi. Mais après, c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose d'y arriver. Ouais. Une autre chose d'y arriver, mais en l'occurrence, là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je me suis dit, et j'ai remplacé par plusieurs autres clients. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, souvent, j'ai activé le réseau. Ouais. J'ai activé le réseau perso, réseau pro. J'ai aussi testé des nouvelles offres, des nouvelles prestations auprès de clients existants, tu vois. Il faut sans cesse un peu se réinventer quand tu es entrepreneur. Dans un précédent épisode, on a Grégory Dubos qui disait d'une calamité naît une opportunité. Ouais. Et finalement, heureusement que ce n'est pas toujours des calamités, mais en tout cas, dans une difficulté se cache peut-être une innovation ou une autre manière de faire qui fait qu'en fait, ça nous permet de nous réinventer et de trouver de nouvelles solutions, quoi. C'est vrai, et souvent d'ailleurs, quand on est au pied du mur, on n'a pas trop d'autre choix que de trouver des nouvelles solutions. Donc en fait, ça nous pousse à être créatifs et je suis d'accord avec toi. Voilà, maintenant... c'est des périodes qui sont difficiles à vivre. Oui, c'est hyper facile à dire, on est bien d'accord. Ouais. Et quand on est là-dedans, c'est compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu signes un client, un deuxième client, un troisième client, c'est reparti comme en 40. Et finalement, 6 mois après, tu te dis, attends, il y a 6 mois, c'est vrai que c'était dur. Et en fait, j'ai su rebondir. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Alors, même s'il y a eu 3-4 mauvaises nouvelles la même semaine, peut-être que la semaine d'après, il y a eu 1 ou 2 bonnes nouvelles, tu vois. Donc voilà, clairement, en fait, il faut bien comprendre que si tu prends la voie de l'entrepreneuriat, tu n'auras jamais une vie linéaire. Exactement. C'est clair. Ouais. Si tu prends la voie du salariat, tu auras une vie à peu près linéaire, ponctuée de temps en temps de difficultés quand même, comme tout le monde, mais ce sera assez linéaire sur ta vie, sur tes vacances, sur tes revenus, sur alors ta motivation, ça dépend, mais... Oui, mais en tout cas, c'est pas la même motivation, effectivement, qui peut être entachée que quand tu vis ce genre d'expérience, effectivement. Voilà. Quand tu es entrepreneur, voilà, c'est très différent, c'est pas linéaire et grosso modo, tu n'as pas de filet de sécurité. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est que souvent, on idéalise quand même, en tout cas pour avoir suivi pas mal de jeunes, ils idéalisent un peu ce côté entrepreneuriat en traduisant ça par de la flexibilité, de l'autonomie, personne au-dessus de moi. Et c'est vrai que je trouve ça parfois... Alors, c'est super qu'il y ait autant de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Je trouve ça vraiment bien. Et pour autant, il y a un petit warning, tu vois, qui me dit... ça risque d'être quand même un peu plus compliqué que ça. Bien sûr. Et c'est plus compliqué que ça. Non, mais clairement. Et de toute façon, moi, j'en accompagne plein, des entrepreneurs, des jeunes. Tu vois, je conseille, je mentor, j'accompagne, voilà. Et souvent, moi, je leur dis quelque chose, je les préviens, je leur mets un warning. Ils disent ouais. Mais en fait, ils écoutent pas vraiment. Ils le comprennent pas vraiment. Et en fait, après, ils se prennent un mur, un deuxième gros mur, un troisième énorme mur. Et en fait, c'est vrai, là, ils te disent ah ouais, putain, en fait, c'était pas aussi simple que ce que je pensais. Ouais, le mur est un peu obligatoire, parfois. Le mur est un peu obligatoire, voilà. Donc là, tu vois, je parlais avec un jeune comme ça que j'ai accompagné depuis plusieurs années. Et là, c'est vrai qu'il m'a dit waouh, je pensais pas que c'était aussi difficile. Là, il est un peu dans l'impasse. Il a essayé deux, trois projets qui n'ont pas marché. Et là, c'est vrai que là, en fait, il est un peu perdu. Il sait pas où et on est tous passés par là. Honnêtement, on est tous passés par là. Et justement, quand tu passes par ces périodes-là, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, il dit pas j'arrête? Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te dire allez, j'arrête? Carrément. Ouais, ça m'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde. Et ça m'est arrivé de dire j'arrête. Il y a eu plusieurs choses. Ça m'est arrivé de dire j'arrête et d'arrêter vraiment, complètement, et de dire je passe à autre chose complètement et j'en ai marre et ça marchera pas. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai fait et voilà.
Ça m'est arrivé aussi de dire j'arrête et de sortir par le haut du truc parce que j'ai vendu l'activité ou bien j'ai trouvé un nouvel associé pour un nouveau souffle, etc. Tu vois. Et ça m'est arrivé de me dire bon là objectivement faudrait que j'arrête, c'est dur, etc. Mais on va continuer parce que j'y crois, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une tendance, tu vois, et parce que aussi j'ai bien vu que, tu vois, j'ai aussi vu que comme plein d'entrepreneurs, hein, des projets que j'ai arrêtés ou que j'ai vendus ont été développés bien plus et bien mieux que ce que j'avais fait. Et donc en fait tu te dis mais attends, moi j'avais l'impression d'être arrivé à un plafond de verre. Bah, en fait il y en a un autre, il l'a explosé le plafond de verre. Donc en fait il y a toujours peut-être des solutions. Tu les vois pas mais elles existent peut-être. Alors peut-être qu'elles n'existent pas, mais elles existent peut-être sûrement dans un autre monde, dans une autre configuration avec des autres gens. Et donc est-ce que toi tu veux prendre part à continuer cette aventure ou pas? C'est ça qu'il faut te poser comme question, tu vois. Oui, et est-ce que ça aurait explosé si toi, tu l'avais gardé? Peut-être pas. Enfin, tu vois, peut-être pas, ouais, exactement. Et c'est pas du tout une remarque personnelle. Non, c'est juste, tu vois, un moment où on se dit, c'était peut-être pas le moment, en tout cas, ou quoi que ce soit. Mais donc, toi, à chaque fois que tu as arrêté, t'as quand même rempli les derrière. Ouais, j'ai rempli les derrière. Sur d'autres projets, quoi. Bah, en fait, en vrai, t'es un peu obligé. Hein, parce que, en fait, c'est difficile de revenir sur le marché du travail quand t'es entrepreneur. Ah, tu fais peur. Tu fais peur aux employeurs, exactement. Tu fais peur aux employeurs. Toi-même, t'es pas à l'aise, tu sais pas trop te vendre. Tu sais... Ça, c'est un vrai sujet aussi, t'as raison. Hein. Ouais. C'est un super sujet parce qu'effectivement, hein, quand t'as été quand même de nombreuses années à être entrepreneur, en fait, tu fais peur, t'as raison. Clairement, tu fais peur. Et puis, tu sais pas t'insérer dans un collectif. Trop libre, tu sais faire trop de choses, t'es peut-être trop capé, t'es peut-être trop ci ou trop ça, mais c'est vrai, hein, t'as raison. T'es sorti du groupe, t'es sorti du collectif. Et pour réintégrer, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Donc, c'est hyper dur. Donc effectivement, en fait, quand t'entreprends une fois, deux fois, plusieurs années, t'es un peu obligé de continuer toujours là-dedans, en fait. C'est vrai. Voilà. Il y a des exceptions, hein, c'est pas toujours vrai. Mais voilà, donc... et donc, il faut trouver cette énergie pour se réinventer, pour recréer des nouvelles choses, etc. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de modèles hybrides où tu peux avoir aussi un job peut-être à temps partiel et temps partagé, tu vois, du freelancing à côté, ou etc. Et ça, je trouve ça cool. C'est un modèle qui t'intéresserait potentiellement? Ouais, alors je l'ai déjà pas mal testé, pas mal fait, plusieurs années, plusieurs fois. Je faisais à la fois du conseil, je donnais des formations, je développais des projets à côté. Donc oui, si tu veux, c'est pas compatible avec la forme d'entrepreneuriat type start-up où tu lèves des fonds, etc. Là, il faut être focus à 100%. Mais si on parle d'une autre forme d'entrepreneuriat... plus pour justement l'autonomie et la liberté de la personne, bah là, effectivement, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Tu peux peut-être dédier tous tes lundis à l'écriture d'un roman, et puis tous tes mardis à être assistant administratif dans une boîte, tu vois, etc. Et je trouve même que c'est peut-être le modèle 2025+. Enfin, c'est un modèle, je pense, qui va vraiment perdurer, qui est très intéressant. Je pense même aussi. Pour éviter de se dire tous les jours, j'ai l'impression de rentrer dans une routine. C'est hyper intéressant en tout cas. Exactement. Et est-ce que tu t'es déjà dit, là j'ai réussi? Pas trop. Hein. Ouais. En vrai... C'est marrant, tout le monde me dit non, je me le suis jamais dit. Hein. Je réfléchis, mais non, pas trop. D'avoir été fier de certaines choses, oui. Ponctuellement, tu vois, sur des périodes, etc. De célébrer, ouais. Mais non, là j'ai réussi, non. non. Tu crois qu'un jour tu sauras le dire? Ouais, j'espère. Ouais. J'espère. Tu as 2-3 idées en tête où tu te dis, là, je sais que si j'atteins ça, je saurais me dire, là, j'ai réussi? Ou c'est pas vraiment fixé? Si, c'est une bonne question. En fait, je pense si j'arrive à construire un projet qui me survit, c'est-à-dire 10 ans après que je sois parti, ce projet est toujours là, il a bien grossi. Il ressemble toujours grosso modo à peu près à ce que j'avais fait mais en beaucoup plus gros. Ouais, là je pourrais me dire ça, tu vois.
Et c'est pas ce qui est arrivé justement sur un des projets dont tu as parlé Si, mais en petite échelle. En petite échelle. Okay. Si, c'est vrai que le premier business que j'ai vendu dans ma vie, c'était il y a 12 ans. Il existe toujours et il marche toujours. Mais il est petit, tu vois. Là, je te parle d'un truc où... Celui sur la fourchette bis ? Ouais, exactement. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je te parle d'un truc où, imaginons, je vends la boîte demain. Dans 20 ans, je passe dans la rue et je vois un immeuble super capital avec 1000 personnes dedans qui travaillent. Là, je dirais, ouais, là, c'est cool. Là, j'ai réussi. Tu vois. Okay. Et d'ailleurs, ce sera même pas une question financière parce que j'aurais peut-être vendu 20 ans trop tôt. Tu vois, et j'aurais peut-être pas tiré les fruits de ça. Mais quand même, je dirais, ouais, j'ai construit un vrai truc qui existe, qui est solide et qui est autonome, tu vois. Et là, sur 2025, comment tu vois les choses, toi, pour ces entrepreneurs, pour les startups, pour les entreprises ? Est-ce que tu trouves que l'actu est plutôt favorable ou au contraire, tu sens que ça va être une année compliquée ? Ouais, très compliquée. Ouais. Année très dure. Donc 2023-2024 était déjà très dur. Ouais. 2025 va être, je pense, dans la même veine, voire peut-être pire, parce que le contexte politique est mauvais en France. Le contexte géopolitique dans le monde est mauvais. Ouais. Le contexte fiscal en France et en Europe est mauvais. Le contexte économique est mauvais. Enfin, honnêtement, quasiment tous les contextes sont mauvais. Donc, c'est très compliqué pour les startups, c'est très compliqué pour les investisseurs. Les investisseurs sont frileux, les marchés sont mouvants. Il y a eu beaucoup d'inflation, il y a beaucoup de boîtes qui se cassent la gueule, il y a beaucoup de boîtes qui sont surendettées et qui partent au tapis. Ouais. Il y a eu les PGE, tu sais, les prêts garantis par l'État pendant le Post-Covid. Voilà, donc il y a énormément de... Alors, d'aucuns diront, il y a plein d'opportunités. Oui, effectivement, parce qu'il y a des boîtes qui partent au tapis, il faut les reprendre, il faut les restructurer, il faut les machin, et c'est des opportunités, c'est vrai. Mais maintenant, moi, je dis, attention, c'est quand même compliqué. Il y a moins d'argent, il y a beaucoup moins d'argent qu'avant dans cet écosystème startup. C'est plus dur de lever des fonds. L'argent, il a tendance à être concentré sur l'IA, sur des méga projets. C'est vrai. Donc, si t'es pas dans un méga qui coûte très cher, si t'es pas dans un méga projet, c'est compliqué. Si t'es pas sur les bons trucs, les bons trends, c'est compliqué. Si t'as levé sur des valorisations très élevées pendant le Covid, maintenant tu vas pas réussir à relever parce que tout le monde va te dire mais non, mais t'as pas compris, le monde il a changé. C'est ça. Donc en fait, non, le 2025 s'annonce très difficile. En tout cas en France. Et qu'est-ce qui pourrait sans rentrer dans la politique pure, hein, mais pour bien comprendre le lien justement entre ce contexte politique, économique et le lien avec ce contexte défavorable pour une boîte, pour une start-up, ça serait quoi une bonne action, en tout cas une bonne vision prospective à venir qui permettrait de rassurer un peu les investisseurs? Tu sais, alors ce qui rassure toujours les investisseurs, c'est toujours la stabilité. Alors la stabilité d'un pays et la stabilité politique et la stabilité fiscale. Donc là, on voit que la fiscalité est en hausse, mais surtout au-delà de ça, au-delà du fait qu'elle soit en hausse, elle est changeante. Et tu vois, avec un gouvernement qui tient que 3 mois bien et sûr, qui change après, etc. Ça, en fait, c'est le pire parce que tu sais, comme tu le sais, la finance, c'est de la confiance. Ouais. Et donc les investisseurs, ils sont attentistes en ce moment. Ils n'ont pas trop confiance parce qu'ils se disent attends, à quelle sauce je vais te manger, je sais pas. Est-ce qu'on va aller dans une dépression économique, je sais pas. Il y a beaucoup de dettes, l'État est très endetté. Il y a plein de paramètres qui sont pas bons. Donc si tu veux, pourquoi la Suisse marche aussi bien? Parce que d'abord c'est un pays très stable. Ouais. Tu vois, c'est un pays très très stable sur plein d'aspects. Donc stabilité, ça me paraît très important et aujourd'hui c'est pas gagné. Et puis et aussi je pense encore une fois la culture économique, business et financière des Français est insuffisante, tout le monde le sait. Mais on se rejoint, bien sûr. Voilà, et je sais pas si aujourd'hui à l'école c'est mieux qu'avant sur ces aspects. Je parle juste de ces aspects. Mais il faudrait que ça le soit. Parce que, ne serait-ce que pour tes finances personnelles, tes investissements personnels, le fait de pouvoir créer son activité pour pouvoir en vivre, etc., tout ça, c'est des choses qui ne sont pas naturelles pour les Français et qui devraient plus l'être. Oui, tout à fait. Pour le coup, c'est une vraie question et c'est vraiment quelque chose que devrait effectivement intégrer
l'école, peut-être plus jeune, mais moi, je sais, pour avoir un passé en école de commerce, pour avoir accompagné beaucoup d'étudiants, cette culture, clairement, elle n'est pas inculquée. Elle n'est pas inculquée, mais ils sont en demande. Hein. Je sais pas, peut-être. Ouais. Mais Et donc, ils vont chercher un certain nombre d'infos qui existent. Sont-elles bien, sont-elles pas bien? Et c'est là où il y a tout le danger, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où il y a une explosion. Il faut investir dans la blockchain, dans l'IA, dans les cryptos, dans les NFT, enfin bon, bref. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est avec tout ce volume de nouveaux contenus. Exactement. Mais pas toujours très vérifié. Ouais, bien sûr. Il y a tout. Encore une fois, il y a à boire et à manger. Exactement. C'est toujours pareil, il y a à boire et à manger. Donc, sauf que quand tu as de la culture, tu sais ce qu'il y a à boire et à manger. Par contre, quand tu l'as pas, et c'est pas péjoratif, c'est que juste tu n'as pas été acculturé à, bah pour le coup, tu vas vers le plus facile, quoi. Le plus facile, un peu le miroir aux alouettes. Exactement. Bien sûr. Mais ça me paraît vraiment un point très important, quoi. Est-ce que tu penses que certaines entreprises, ou en tout cas les startups, il y a eu un moment où il y avait des valorisations qui paraissaient hallucinantes. Est-ce que ça a été trop valorisé à un moment et aujourd'hui on s'est un peu plus valorisé aussi certaines boîtes et en fait c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'argent investi, ou est-ce que non, il y a moins d'argent parce qu'il y a moins d'argent, mais elles ont été valorisées telles qu'elles devaient, quoi. En fait, alors clairement c'est vrai qu'elles étaient survalorisées. Elles étaient survalorisées parce qu'il y avait trop d'argent sur le marché. Il y avait un afflux massif de capitaux, tu sais, comme l'immobilier, quoi. Voilà, exactement. On faisait vraiment marcher la planche à billets partout et donc du coup forcément en fait tout le monde en profitait un peu. Pas tout le monde, mais une grande partie des entrepreneurs en profitaient un peu et c'était dommage, ça a été dommage, je pense. Maintenant, on est revenu sur des valorisations à peu près, plus raisonnables en tout cas. C'est ça. En fait, si tu veux, le gros problème des startups en France et en Europe, c'est que aujourd'hui, il y a plein de business angels, c'est cool. Il y a plein de fonds de VC, c'est cool. Il y a tout un écosystème des incubateurs, on en a parlé, il y a tout. Sauf la dernière brique qui est les introductions en bourse. Exactement. Et les gens qui investissent tu vois, sur des sociétés qui s'introduisent en bourse. Donc ça, c'est la dernière brique manquante. Et hélas, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc si tu veux, aujourd'hui, pour aller tout au bout de la chaîne, il faut que les entreprises, elles aillent aux US, où il y a le Nasdaq, les marchés boursiers, donc voilà. Ou alors qu'elles se vendent à une autre entreprise, soit européenne, soit bien évidemment souvent étrangère et donc américaine, ou asiatique. Et donc, si tu veux, voilà, cette dernière brique, elle manque. Et tant qu'on ne l'aura pas... En fait, on perdra toutes nos plus grandes boîtes, ou en tout cas nos licornes. Ouais, exactement, on les perdra. Voilà. Mais ça, c'est un sujet, moi personnellement, je l'ai entendu pour avoir travaillé il y a quelques années avec la ville de Toulouse, où on en parlait déjà. Où ils essayaient de vraiment pousser un certain nombre d'entrepreneurs, où ils pensaient vraiment, ils savaient qu'il y avait une innovation qui était intéressante. Et en fait, on mettait 6 mois, 1 an à réussir à récupérer 1 million, quand aux US, en 48 heures, il avait récupéré 15-20. Ouais, bien sûr. Donc pour le coup, en fait... Ça, c'est sûr. Et puis à la fin, encore une fois, la brique, elle manque. Et en fait, si tu veux... On peut aimer ce système ou pas, mais en tout cas, c'est notre système tel qu'il est aujourd'hui dans le monde. Le système capitaliste, il est fait comme ça. Et donc, l'exemple le plus pur, le plus parfait, c'est l'exemple des Américains. Et les Américains, ils font quoi ? En fait, toute leur vie, au lieu de donner de l'argent directement aux seniors pour les retraites, cet argent, il est investi en bourse. Et en fait, cet argent, du coup, il fait des petits. C'est-à-dire que... voilà. Et donc, ça développe une économie. Et donc, par exemple, les retraités en Floride, ils ne vivent pas grâce à l'argent des gens qui ont 30-40 ans. Ils vivent grâce à l'argent qui a été investi. Par eux dans des sociétés. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux. Nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas ça parce qu'on a un système différent qui a très bien marché après la guerre, mais qui ne marche plus aujourd'hui et qui va de moins en moins marcher. Bien sûr. Donc, le problème, c'est que si on ne passe pas complètement à ce système-là, on va se faire, forcément, on a déjà commencé à se faire complètement doubler et rattraper, et on ne pourra plus rattraper. Le problème, c'est toujours pareil, c'est la transition. Parce qu'on ne va pas tout de suite couper les retraites de tout le monde ou dire vous n'avez plus rien, ce n'est pas possible. Et donc, c'est la transition, comment tu l'as fait et combien de temps elle dure, c'est ça qui est dur. Et tu crois que la voix de l'entreprise est écoutée, est entendue
il y a une conscience aussi de la part. Non. Pas trop. Ouais. J'ai pas trop l'impression parce qu'il y a une. J'ai l'impression quand même que la culture générale globale en France, c'est l'entreprise, c'est un peu le mal. Enfin, c'est pas le mal, mais c'est genre c'est un peu les méchants patrons qui veulent s'en mettre plein les poches. Mais en fait, si tu veux, oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi toi qui peux te lancer. Toi, tu penses ça, ok, très bien, mais à toi de nous prouver que c'est pas le cas. Bien sûr. À toi de nous prouver que tu peux créer un truc plus équitable, plus sympa, voilà. Et donc ça c'est dommage qu'il n'y ait pas cet état d'esprit en France. Évidemment, aux États-Unis, tout le monde sait que cet état d'esprit, il existe, il est là. Tout le monde veut créer sa boîte, tout le monde veut, en tout cas, faire un truc qui marche, un projet, etc. Et je pense que il faudrait qu'on s'en inspire un peu. Et j'ai l'impression quand même que les jeunes générations sont plus comme ça. Ouais. Ah mais tout à fait, c'est ce que je te disais. Pour le coup, il y a un vrai esprit derrière. Est-ce qu'il y a d'autres territoires dans le monde que tu connais qui ont un meilleur esprit, qui ont un esprit qui est davantage comme les États-Unis? Parce qu'on parle toujours des Américains. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres modèles aussi qui marchent bien? Alors, des modèles qui marchent bien, oui. La Suisse, le modèle suisse, c'est ce que tu disais. C'est notre voisin direct. Ça marche extrêmement bien. Tout marche bien en Suisse. Tout. L'économie, la fiscalité, la retraite, ils sont excédentaires. Enfin, tout fonctionne hyper bien. Et pourtant, c'est juste nos voisins. C'est juste à côté. Ouais, c'est pareil, pas méga différent. Enfin, voilà. Donc inspirons-nous d'eux. Après, évidemment, ces dernières années, les pays qui ont beaucoup monté, c'est les pays asiatiques, les pays du Moyen-Orient. Pareil, il y a des choses aussi à voir de ce côté-là parce que... tu vois, quand tu abordes ces sujets, on te dit oui, mais c'est des micro-exemples ou c'est des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles. Pas forcément. Tu vois, il y a des États qui ont émergé ces dernières années et qui n'ont pas forcément de ressources naturelles, mais qui arrivent à se spécialiser sur un secteur. Le Luxembourg... Ils vont chercher des trends Ouais, exactement. Le Luxembourg en est un bon exemple dans la finance et dans l'administratif et le tertiaire. Même une ville comme Dubaï, en fait, dans les Émirats Arabes Unis, en fait, ils ont très peu de ressources pétrolières. Ceux qui ont des ressources pétrolières, c'est les voisins, c'est Abu Dhabi et tout ça. À fait, ouais. Dubaï, il y en a très peu. Et donc, en fait, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait se diversifier à fond sur plein d'autres secteurs. Alors, je ne connais pas bien l'économie de Dubaï, mais je sais qu'ils sont en train de vachement bien se diversifier. En Asie, c'est pareil pour, évidemment, Singapour, qui aujourd'hui est une place tertiaire, comme le Luxembourg, et plein d'autres pays d'Asie aussi qui ont un peu profité de la croissance de la Chine pour leur fournir des services et des produits derrière. Alors maintenant que la Chine est à l'arrêt, comment ça va se passer en Asie, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, clairement, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et tu vois, c'est intéressant, ouais. Tu vois, les exemples, c'est... On prend toujours les États-Unis. Ok, on peut prendre autre chose. C'est pour ça que je te demande. Effectivement, on peut prendre le Moyen-Orient, on peut prendre l'Asie, mais on peut prendre aussi nos voisins directs. Suisse et Luxembourg, ils sont super forts. Ouais. Ils sont beaucoup plus riches que nous, beaucoup plus forts que nous sur plein d'aspects. Voilà. Tu prends les pays scandinaves, il y a aussi plein de choses aussi desquelles s'inspirer. Donc c'est un peu dommage parce qu'on a beaucoup d'actifs en France, on a beaucoup d'atouts, mais on n'arrive pas très bien à les mettre en musique. Puis je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder en arrière aussi. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi un peu trop d'attachement à ce passé. Ouais, et effectivement, il y a des choses qui marchaient très bien dans le passé, mais aujourd'hui, c'est différent. Il faut faire différemment. Il y a une génération qui arrive et il faut s'intéresser aussi à tout ça pour les accompagner, quoi. Exactement. C'est quoi la prochaine étape pour toi ? Écoute, pour moi et pour nous, la prochaine étape, c'est de beaucoup plus communiquer pour aller chercher de plus en plus d'investisseurs. Parce que nous, le système Super Capital, il fonctionne si tous les jours, il y a de nouveaux investisseurs qui viennent nous rejoindre. Ça, c'est vraiment le truc important. Et comment tu fais ? Aujourd'hui, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais demain, justement, l'enjeu, c'est de beaucoup communiquer à la télé, dans les journaux, sur Internet, faire de plus en plus de contenu, justement, comme aujourd'hui, ça en est un bon exemple, mais nous aussi en produire et aller en faire partout, parce que ça, clairement, aujourd'hui, c'est incontournable, en fait. Hein. Et ils peuvent être mondiaux ?
ces investisseurs? Oui, ils peuvent être mondiaux. Aujourd'hui, ils sont français, francophones, suisses, luxembourgeois, africains ou français expatriés. Demain, oui, puisqu'on est en train de développer dans une zone d'Asie une sorte de franchise de super capital. Donc oui, clairement. Et donc, c'est un peu ça les enjeux, c'est de développer, d'avoir toujours de plus en plus d'investisseurs, des opportunités, mais surtout les meilleurs profils avec lesquels s'associer, faire des deals, travailler. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Tu vois, on a développé une activité en Inde avec un franco-indien sur place qui s'appelle Francisque et dont on est très content parce que vraiment c'est un truc qui permet de nous différencier et on est très content de la collaboration avec lui. On a pareil un associé sur la partie LBO où on est très content de travailler avec Thomas. Et voilà, et on réfléchit toujours un peu comme ça, c'est des rencontres avec des gens qui ont quelque chose à nous apporter d'intéressant et comment est-ce qu'on peut, main dans la main, développer une filiale, une nouvelle activité, tu vois. Si tu avais un conseil à donner au Corentin d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Écoute, je lui dirais peut-être de... En fait, je dirais un truc qui est un peu paradoxal. Je lui dirais à la fois d'être conscient de ses zones de force et de se concentrer dessus, de se focaliser dessus, mais aussi d'être très conscient de ses zones de faiblesse et ses zones de faiblesse, du coup, tout faire pour soit très bien s'entourer pour les traiter ou se former, tu vois, mais en tout cas, avoir une très bonne conscience de tout ça pour pouvoir organiser les choses de manière la plus efficiente possible. Voilà. C'est un bon conseil. Et toi, la formation, tu arrives à trouver du temps pour te former sur un certain nombre de sujets? C'est toujours un peu difficile de trouver du temps, mais dès que j'en trouve un petit peu, oui, j'essaye de plus en plus. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec ChatGPT, avec YouTube, c'est tellement facile de se former de plus en plus sur tous les sujets. Donc oui, je le fais de plus en plus ces derniers mois parce que tout évolue tellement vite. Que franchement, si tu fais pas ça, en vrai, t'es dépassé en moins d'un an. Et c'est quoi la dernière formation sur laquelle tu as voulu progresser ou en tout cas t'enrichir? La dernière, c'était quoi? C'était plutôt un truc que je connaissais moins. C'était tout ce qui est justement société cotée, bourse. Honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. Et maintenant, je m'y connais mieux. Donc ça, c'est bien. Et puis après, spécifiquement sur certains pays, tu vois. Je peux citer l'Inde, par exemple. Aussi, l'Asie du Sud-Est, etc. Ouais. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même une vraie nébuleuse, ce qu'est l'entreprise cotée. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que personne, à part quelques spécialistes, comprennent vraiment de quoi on parle. C'est ça, mais franchement, comme tous les sujets, c'est assez passionnant quand on s'y intéresse et quand on parle aux bonnes personnes qui ont le bon discours, exactement, à la fois de vulgarisation, mais pas sans tomber dans le trop facile, tu vois, bien comprendre. Et c'est toujours cette articulation en fait entre le fond et la forme qui est difficile à faire, tu vois. Parce que des fois, quand tu es trop technique, tu vas être ennuyeux pour les gens. Et si tu es trop simpliste, il y a toute une partie de gens qui vont dire « Ok, c'est nul ce qu'il dit », tu vois. Non, mais d'ailleurs, je vais en profiter de conclure par ça. C'est que je te remercie. Je m'étais dit peut-être qu'une partie de ton vocabulaire sera traitée, tu vois, spécialisée sur un certain nombre de mots qui sont très liés quand même à l'univers de la start-up, de l'investissement, du série A, série et j'en passe. Et je te remercie parce que ça a été un échange très fluide et j'ai tout compris. C'est bien, tant mieux. Non, mais c'est vrai que en fait, dans tous les milieux, tu peux toujours tomber dans le travers d'avoir ton... comment on appelle ça
tu sais, toujours les mots qui se rapportent toujours à ton univers. Quoi. Ah bah complètement, oui. Et oui, et ça c'est insupportable, où les gens qui parlent tout le temps en abréviation, tu sais pas ce que ça veut dire. Quoi. Et tu comprends pas la moitié des mots. Alors, je dis pas que je pensais que tu allais parler comme ça, mais je m'étais dit, il y a peut-être une partie des mots où je vais pas réussir à pouvoir rebondir, mais ça a été un plaisir. Mais faut jamais, en fait, faut jamais, je pense, de manière générale, faut jamais avoir peur de s'intéresser au truc, poser la question et comprendre quoi. Ouais, c'est ce que je fais. Merci beaucoup, Corentin. Merci à toi. Merci, à bientôt. Salut.